Bonjour. Après avoir vu dans une première partie le principe de la correction, maintenant nous allons voir l'action des correcteurs sur le système. Pour cela, on considère un système à retour unitaire, donné par ce schéma fonctionnel, où le système physique ou processus physique est modélisé par f de s comme fonction de transfert, et le correcteur est modélisé par c de s, sa fonction de transfert c de s. Le signal U généré par l'organe de commande est ajusté en permanence de manière automatique afin de corriger l'erreur. L'erreur, c'est ce signal ici, c'est la sortie de ce comparateur. Donc, les y de t est égal à yc moins y de t. Ça, c'est l'erreur. Alors, en l'absence de correcteur, lorsqu'il n'y a pas de correcteur, donc ça correspond à c de s est égal à 1, f de s représente la fonction de transfert en boucle ouverte. Et étant donné qu'il n'y a pas de correction, il n'y a pas de correcteur, donc on l'appelle fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée, f de s. En présence du correcteur, lorsque c de s existe, la fonction de transfert en boucle ouverte, c'est c en cascade avec f, c'est-à-dire fc de s égale à c de s, f de s, est appelée fonction de transfert en boucle ouverte corrigée. Donc, on ajoute un indice C ici pour désigner que c'est la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée. Alors, on peut toujours écrire la fonction de transfert f sous la forme standard K1 fois P de S sur S à la puissance LQ de S, avec P de 0 sur Q de 0 est égal à 1. K1, c'est le gain statique du système, et L, c'est le nombre d'intégrations. Alors, on commence par le correcteur proportionnel. Pour le correcteur proportionnel, la loi de commande générale est donnée par Kc fois y de t. Donc, on peut voir ici que le signal de commande unité est proportionnel à l'erreur entre la consigne et la sortie. La constante de proportionnalité est Kc. Donc, la fonction de transfert est Kc. C de S est égal à Kc. Alors, dans le cas de ce correcteur-là, la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée f indice C de S est donnée par Kc, K1, P de S sur S à la puissance LQ de S, et qu'on peut écrire sous la forme K, P de S sur S à la puissance LQ de S. Avec K, elle est égale à Kc fois K1. Ce correcteur proportionnel peut être réalisé par un circuit avec amplificateur opérationnel, comme le montre ce schéma-là, donc ce schéma pour lequel C de S égale à moins R2 sur R1. Si nous avons un signe moins, on peut se débarrasser de signe moins en ajoutant un circuit inverseur, un montage inverseur avec amplificateur opérationnel, comme le montre la figure suivante. Donc ici, nous avons le schéma du correcteur de tout à l'heure, et ici, on ajoute en sortie de ce schéma-là un montage inverseur fonction de transfert égale à moins 1. Et donc, la fonction de transfert entrée-sortie pour ce correcteur-là est donnée par R2 sur R1. C'est-à-dire, cette fonction de transfert multipliée par celle-là. Moins R2 sur R1 qui multiplie par moins 1, qui est tout simplement R2 sur R1. En fixant les valeurs de R2 sur R1, on peut fixer la valeur du gain du correcteur Kc. On prend un exemple. Comme exemple, le système physique est modélisé par cette fonction de transfert S carré plus 2S plus 1 sur S plus 2 à la puissance 4. Son gain statique K1 est égal à 1. Le correcteur est proportionnel de gain Kc. Et par conséquent, K est égal à Kc fois K1 est égal à Kc. On fait la simulation pour ce système. Pour cela, on cherche l'évolution de y de t pour une consigne yc en échelon unité. Donc yc est un échelon d'amplitude 1. Et on donne à k différentes valeurs. K est égal à 1, k est égal à 10, k est égal à 20, k est égal à 50.
l'échelon YC de T, ça c'est l'entrée, est égal à 1, constante. Et ces courbes-là, ça correspond à l'évolution de Y de T pour des valeurs de K. Pour K égale à 1, K égale à 10, K égale à 20 et K égale à 50. On peut voir à partir de ces courbes-là que plus K augmente, plus la valeur de régime permanent s'approche de la consigne. Et donc l'erreur diminue, c'est-à-dire l'écart entre la consigne et la valeur permanente de Y de T diminue et donc la précision augmente. On peut voir aussi que lorsque K augmente, le système devient rapide. Donc l'augmentation de K permet d'accélérer le système, une bonne rapidité. Aussi, lorsque K augmente, pour la dernière valeur de K, K égale à 50, on peut remarquer que l'amplitude des oscillations est importante. Cela montre que la stabilité se dégrade. Si on continue à augmenter K, le système peut devenir instable. Alors, on peut conclure que si K augmente, la réponse s'accélère, l'erreur statique diminue et la stabilité se dégrade. C'est-à-dire risque d'instabilité si on continue à augmenter K. Ou encore, lorsque K diminue, la réponse devient lente, la précision statique diminue et le système en boucle fermée devient stable. Donc, il se stabilise lorsque K diminue. La stabilité apparaît lorsqu'on raisonne sur le diagramme de Black en abaissant le lieu de transfert en dessous du point critique. Si le système est stable donc, et K diminue donc, par conséquent, on peut renforcer la stabilité et éloigner la courbe de transfert du point critique. Si le système est instable, on peut, par un choix bien sûr de K, faire pousser ou bien faire abaisser le lieu de transfert, c'est-à-dire le diagramme de Black, en dessous du point critique et par conséquent avoir la stabilité du système. Sur la figure suivante, ceci devient clair. Nous avons tracé le diagramme de Black en bleu ici du système non corrigé. On ajoute un correcteur proportionnel et donc avec ce correcteur proportionnel bien choisi, nous avons pu faire abaisser la courbe en dessous du point critique. Le point critique, il est là, c'est le point critique, moins 180 degrés, 0 décibels. Et donc, les flèches en noir montrent la quantité d'abaissement du lieu de transfert. Donc, pour la fonction transfert corrigée, on obtient le tracé en rouge. Ça représente la fonction transfert corrigée en boucle ouverte. Et donc, on peut voir que la fonction transfert en boucle ouverte, elle est en dessous, elle est située en dessous du point critique, et par conséquent, le système, elle est stable. Et on peut régler la marge de phase et la marge de gain. Donc, avec un correcteur proportionnel, on peut régler ces deux marges, mais bien sûr, dans les cas simples. Dans les cas compliqués, il faut utiliser d'autres correcteurs. Alors, à partir de ces conclusions-là, on peut voir que la stabilité et la rapidité varient dans deux sens opposés. Si on améliore la rapidité de la réponse, on perd sur la stabilité. Donc ici, par exemple, lorsque K augmente, la réponse s'accélère, la stabilité se dégrade. Si K diminue, la réponse devient lente, la stabilité s'améliore. Et donc, pour avoir une bonne correction, il faut trouver un compromis entre stabilité et rapidité. Un deuxième correcteur, c'est le correcteur proportionnel dérivé. Le correcteur proportionnel dérivé est caractérisé par sa fonction transfert C de S égale à Kc facteur 1 plus taux de S, et ou bien une loi de commande U de T égale à Kc qui multiplie epsilon de T plus taux de epsilon point de T. Donc on peut voir à partir de la loi de commande, ici la loi temporelle, Kc est proportionnel à l'erreur entre la consigne et la sortie, et aussi proportionnel à la dérivée de l'erreur. Nous avons un correcteur proportionnel dérivé.
Une réalisation pratique peut être faite avec ce montage-là, pour lequel la fonction de transfert est déterminée par moins R2 sur R1 facteur 1 plus R1C S. R1C est la constante de dérivation, taux D. Alors, étant donné que nous avons étudié l'effet de la correction proportionnelle tout à l'heure, ici, on va poser KC est égal à 1 et prendre simplement C de S égale à 1 plus taux ds. On trace le diagramme de Bode de ce correcteur-là. On peut remarquer que le correcteur proportionnel dérivé provoque un accroissement du gain et un accroissement de phase vers les hautes fréquences. Donc ici, augmentation du gain et avance de phase pour les hautes fréquences. L'accroissement du gain permet d'améliorer la rapidité, mais bien sûr, lorsqu'on choisit une action dérivée taux D assez importante, on peut détruire la stabilité. Il y a risque de détérioration de la stabilité. Ce correcteur proportionnel dérivé, il présente une avance de phase qui peut aller jusqu'à 90 degrés pour les hautes fréquences. Cette avance de phase, il a un côté bénéfique pour la correction du système, car lorsqu'on utilise ce correcteur, l'existence de cette avance de phase permet de déformer le lieu de transfert vers la droite et donc il va éloigner le lieu de transfert du point critique et par conséquent améliore la stabilité. On peut faire une remarque suivante, c'est que C de S est égal à 1 plus taux de S. On peut l'écrire sous la forme 1 plus taux de S sur S à la puissance 0. 1 plus taux de S sur S à la puissance 0. Et par conséquent, nous avons le degré du numérateur est égal à 1 et le degré du dénominateur est égal à 0. Donc le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur. Et par conséquent, ce correcteur-là n'est pas pratique. Donc il manque de causalité. Alors, vu qu'il y a ce correcteur n'est pas causal, pour prendre ou pour avoir un correcteur causal, l'action dérivée pure taux ds doit être filtrée. Donc on ajoute un filtre passe-bas de telle manière que la dérivée sera filtrée et on prend comme dérivée filtrée taux ds sur 1 plus taux s. Donc on ajoute un filtre passe-bas 1 sur 1 plus taux s. Alors, on donne ici une comparaison entre la réponse de la dérivée pure et celle de la dérivée filtrée. On excite ces deux correcteurs par le même signal en échelon et on relève la réponse y de t. Pour la dérivée pure, nous avons comme réponse taux d fois delta de t, une impulsion. Pour la dérivée filtrée, nous avons y de t égale à taux d sur taux exponentielle moins t sur taux. Alors, comme différence, on peut remarquer que pour la dérivée filtrée, nous avons deux avantages. Un avantage, c'est une limitation d'amplitude taux d sur taux. Donc, par un choix de taux, on peut régler l'amplitude de la réponse y de ce correcteur et aussi on peut maîtriser l'amortissement exponentielle moins t sur taux. Donc, il suffit de prendre ou bien de bien choisir la constante taux du filtre passe-bas pour fixer l'amplitude et aussi l'amortissement. On prend un exemple de simulation. Donc, on prend le même système que pour le cas proportionnel, f de s, et comme correcteur, le correcteur proportionnel dérivé filtré. On trace l'évolution de y de t lorsque la consigne yc de t est un échelon d'amplitude 1 pour différentes valeurs de l'action dérivée taux d. Donc ici, d est égal à taux d, c'est l'action dérivée. Bien sûr, on prend le même gain k, 50, et la même constante t est égale à 0,01 secondes. Alors, on peut remarquer que
plus la dérivée augmente, taux d ou bien taux d égale 0,1 seconde, taux d égale 1 seconde, 2 secondes et 2,7 secondes. Plus la dérivée augmente, plus le système devient rapide. Aussi, pour les trois cas, d égale 0,1 seconde, 1 seconde et 2 secondes, on voit bien que le système est stable. Donc, il est rapide et stable. Mais pour le dernier cas, d égale 2,7 secondes, on voit que l'amplitude de la réponse augmente. Cela veut dire que le système est instable. Et donc, nous avons dépassé le seuil d'une certaine valeur qui garde ou bien qui garantit la stabilité. Donc, si on augmente la constante de dérivation, le système peut perdre la stabilité. Alors, lorsqu'on utilise le correcteur proportionnel dérivé, ce correcteur présente une avance de phase qui peut atteindre 90 degrés pour les hautes fréquences et ça a un avantage qui a un effet stabilisateur. Donc, on peut utiliser le correcteur proportionnel dérivé pour améliorer la rapidité sans avoir peur de perdre la stabilité. Mais il faut se méfier car si on utilise une constante de dérivation importante, on peut perdre la stabilité car l'avance de phase ne sera plus suffisante pour maintenir la stabilité, comme nous avons vu sur la dernière courbe. Si l'action dérivée augmente, taux D augmente, la réponse s'accélère. Donc, on l'a déjà vu. Une augmentation excessive de taux D déstabilise le système. Donc, l'augmentation excessive de taux D dépasse une certaine limite, on perd la stabilité. C'est le cas, par exemple, de taux D égale 2,7 pour l'exemple précédent. Et donc, puisque lorsque taux D augmente, la réponse s'accélère, mais la stabilité se dégrade, donc il y a un compromis rapidité-stabilité. Donc, lorsqu'on cherche à déterminer la constante de dérivation, donc il faut toujours penser à un compromis rapidité-stabilité. Le correcteur proportionnel dérivé, il est recommandé pour le réglage des paramètres longs, tels que la température. Donc, si nous avons un système qui ne répond pas rapidement, on peut utiliser un correcteur proportionnel dérivé, donc pour accélérer sa réponse. Alors, en présence des paramètres bruités, l'action dérivée est déconseillée. Pourquoi elle est déconseillée en présence des paramètres bruités? Si on prend par exemple un bruit, un signal de type U de t ou bien epsilon de t est égal à A sinus oméga t, donc on prend un signal bruit de type sinusoïdal, epsilon de t égale à A sinus oméga t. Lorsqu'on le dérive, sa dérivée, epsilon point est égal à oméga cosinus oméga t. Donc, on passe d'un signal d'amplitude A qui peut être faible à un signal d'amplitude A fois oméga. A fois oméga. Si on prend par exemple la fréquence du secteur de 50 Hz, oméga c'est 2pi f, c'est-à-dire 100 pi. Et par conséquent, l'amplitude, lorsqu'on utilise l'action dérivée, l'amplitude du signal est A fois oméga, c'est-à-dire A fois 100 pi. Donc on peut voir la différence. Si A par exemple est égal à 0,1, 100 pi fois 0,1, ça donne environ 31,4. Donc on passe de 0,1 à 31,4. Et donc on peut voir qu'il y a une forte amplification des bruits. C'est pour cela qu'il est déconseillé d'utiliser le correcteur proportionnel dérivé en présence des paramètres bruités. Une autre chose pour laquelle on ne recommande pas d'utiliser l'action dérivée, c'est lorsqu'on a un système pour lequel l'erreur est constante. Si par exemple l'erreur est constante, lorsqu'on dérive cette erreur-là, on trouve qu'elle est égale à 0.
Donc l'erreur est constante, elle peut être non négligeable, mais pourtant, la correction dérivée, elle est insensible à cette erreur. Et donc on ne peut pas corriger l'erreur qui est constante. Et c'est pour cela que l'action dérivée, elle est déconseillée. En général, on n'utilise pas la correction dérivée seule. On utilise en association avec un autre correcteur, en particulier un correcteur intégral. Le troisième type de correcteur que nous allons voir, c'est le correcteur proportionnel intégral. Ce correcteur proportionnel intégral est caractérisé par sa fonction transfert C de S égale à KC facteur 1 plus 1 sur TIS, ou encore par une loi de commande U de T est égal à KC Y de T, Y de T c'est YC moins Y de T, plus KC sur TI, l'intégrale YC moins Y. Donc, elle est proportionnelle à l'écart, ou bien l'erreur YC moins Y est proportionnelle à l'intégrale de l'erreur. On peut réaliser le correcteur proportionnel intégral par ce montage, pour lequel la fonction transfert déterminée est donnée par moins R2 sur R1 facteur 1 plus 1 sur R2 CS. Et on peut voir que la constante d'intégration TOI est égale à R2 fois C. Vu que nous avons étudié l'effet de l'action proportionnelle, on pose KC est égal à 1 et donc nous allons étudier simplement le correcteur 1 plus 1 sur TOIS, c'est-à-dire 1 plus TOIS sur TOIS. On peut remarquer que ce correcteur-là introduit un pôle à l'origine, une intégration et une action dérivée. Comme d'habitude, on trace le diagramme de Bode. On trouve la courbe de gain ici et la courbe de phase. Et on remarque à partir de ce diagramme de Bode que le correcteur proportionnel intégral provoque un accroissement des gains, du gain et un affaiblissement de phase vers les basses fréquences. Donc, accroissement de gain, ça permet d'améliorer la rapidité, mais l'abaissement de phase, nous avons ici un effet qui peut détruire la stabilité, si bien sûr l'action intégrale est importante. Car ici, au lieu d'avoir une avance de phase pour pousser la courbe de transfert vers la droite et l'éloigner du point critique, donc il va déformer le lieu de transfert vers la gauche et donc il va s'approcher du point critique et donc risque de dépasser le point critique et par conséquent risque d'instabilité. On prend un exemple aussi, c'est le même processus physique étudié dans les deux cas précédents et on utilise un correcteur proportionnel, KC, facteur 1 plus I qui multiplie par 1 sur S, avec I égale à 1 sur TOI. TOI, c'est la constante d'intégration. De même, on prend toujours Y, c'est une consigne d'amplitude, une consigne en échelon d'amplitude 1, et on cherche l'évolution de Y de T pour différentes valeurs de I. On prend la même constante K, 50, et différentes valeurs de l'action intégrale. Alors, on peut remarquer que ici, nous avons I est égal à 0,01. Pour le rouge, I égale à 0,08. Bleu, 0,2 secondes, et seconde moins 1. Et I est égal à 0,5 secondes moins 1 pour le noir. La courbe en noir. Ici, on voit bien que plus l'action intégrale augmente, plus le système devient rapide. Aussi, dans ce cas-là, pour les trois cas, I égale à 0,01, I égale à 0,08, I égale à 0,2, le système est stable, mais la rapidité augmente. Mais pour le dernier cas, I est égal à 0,5, on peut remarquer que l'amplitude croît, augmente. Donc, il y a divergence, et par suite, le système est instable. Donc, lorsque l'action intégrale augmente,
le système devient rapide, mais il y a risque d'instabilité. Donc là, ça met en évidence le compromis stabilité-rapidité. Alors, on peut conclure que lorsqu'on utilise un correcteur proportionnel intégral, on l'utilise pour un but principal qui est l'élimination d'erreurs statiques grâce à la présence de l'intégration. Donc, ce correcteur présente une intégration et donc on exploite cette intégration pour éliminer l'erreur statique. Donc, ça, c'est le rôle principal de l'utilisation d'un correcteur proportionnel intégral. Ce correcteur proportionnel intégral présente un retard de phase de 90 degrés. Ce retard de phase de 90 degrés, il peut introduire ou bien il peut causer l'instabilité si l'action intégrale augmente et dépasse une certaine limite. C'est-à-dire si taux I diminue et dépasse une certaine limite aussi, une limite basse. Donc, si l'action intégrale augmente, c'est-à-dire taux I diminue, la réponse s'accélère. Donc, compromis, rapidité, stabilité. Et donc, nous avons ici un compromis rapidité-stabilité à vérifier. Ce correcteur proportionnel intégral est recommandé pour l'utilisation à chaque fois que nous avons besoin d'avoir une précision parfaite. Une fois que nous avons besoin d'une précision parfaite, on utilise une action intégrale grâce à l'existence de l'intégration ici. On peut utiliser autant de fois de correcteur proportionnel intégral qu'on a besoin, mais il faut se méfier de la corrélation entre les réseaux correcteurs qu'on utilise. Donc, il faut s'assurer que les réseaux correcteurs qu'on utilise sont isolés électriquement. C'est-à-dire que le dernier réseau ne charge pas le premier. Pour le réglage des paramètres très dynamiques, tels que la pression, on recommande d'utiliser le correcteur proportionnel intégral. Comme troisième correcteur qu'on utilise pour régler le système ou bien pour corriger les effets indésirables du système, on peut utiliser le correcteur proportionnel intégral dérivé. Donc ici, comme montre son nom, PID, proportionnel intégral dérivé. Donc ce correcteur-là est réalisé par l'association des trois actions, proportionnel, intégral et dérivé. Étant donné que ce correcteur contient ces trois actions, et selon la manière d'associer ces trois actions, on peut obtenir un correcteur PID différent. Ici, dans ce cours-là, nous allons étudier ou bien voir les trois types de correcteurs PID les plus utilisés. Ces trois types de correcteurs PID les plus utilisés sont, comme premier correcteur type série, caractérisé par ce schéma fonctionnel ici, P, I et D, et donc sa fonction transfert C de S égale KC, facteur 1 plus 1 sur taux IS, facteur 1 plus taux DS. Ce sont les correcteurs que nous avons étudiés, proportionnel intégral, proportionnel dérivé. Et par conséquent, la loi de commande qui caractérise ce correcteur-là est donnée par KC, facteur taux I plus taux D sur taux I epsilon, plus 1 sur taux I, l'intégrale de epsilon dt, plus taux D, t de epsilon sur dt. Action dérivée, action intégrale, action proportionnelle. Deuxième type de correcteur, c'est le correcteur parallèle. Correcteur à action parallèle déterminé par cette fonction ou bien ce schéma fonctionnel ici, P, I et D sont associés en parallèle. Donc, caractérisé par la fonction transfert C de S égale à KC plus 1 sur taux IS plus taux DS. Et cette loi de commande, U égale à KC epsilon plus 1 sur taux I, l'intégrale epsilon dt plus taux D dérivé de epsilon par rapport au taux. Troisième type de correcteur, c'est le type mixte.
ce type mixte est décrit par ce schéma fonctionnel dans lequel nous avons les actions P, I et D sont associées comme le montre ce schéma. Et la fonction transfert qui caractérise ce type de correcteur est donnée par Kc facteur 1 plus 1 sur tau is plus tau ds. La loi de commande, c'est Kc facteur de y plus 1 sur tau I, l'intégrale de y, plus tau d, la dérivée de y. Et donc là, ce sont les trois types les plus utilisés et les plus rencontrés dans la littérature. Une réalisation pratique de ce correcteur peut être donnée par le schéma suivant. Ici, nous avons le correcteur proportionnel. C'est la même forme que nous avons déjà vue. Si le correcteur proportionnel dérivé, le correcteur proportionnel intégral, donc ça, comme vous pouvez remarquer, c'est le correcteur PID série. La fonction transfert de ce correcteur PID série, c'est le même que celle qui est donnée sur le tableau précédent. On peut aussi réaliser le comparateur. Le comparateur dans la sortie, c'est l'erreur entre la mesure et la consigne. Donc ça, c'est le comparateur, à l'aide d'un amplificateur opérationnel, bien sûr. Alors, ces trois correcteurs sont équivalents. Donc, on peut passer d'une fonction transfert à une autre, d'une fonction transfert à une autre, c'est-à-dire d'un type de correcteur à un autre, par des changements de variables. Donc, la fonction de transfert du correcteur PID mixte peut être écrite sous la forme Kc, qui multiplie par 1 plus tau is plus tau I tau d s carré sur tau is. Donc, il suffit de réduire au même dénominateur pour trouver cette fonction ici. Là, avant de continuer, je signale aussi que sur le correcteur proportionnel dérivé de type mix que nous avons ici, on a utilisé uniquement la correction dérivée pure, tau ds. Je reviens sur la fonction transfert. Nous avons ici tau ds, c'est la correction dérivée, action dérivée pure. Et donc, vu que nous avons ici une action dérivée pure qui n'est pas causale, donc le correcteur n'est pas causal. Pour avoir un correcteur qui est causal, donc on doit utiliser une action dérivée filtrée, tau ds sur 1 plus tau s. Donc, on doit utiliser une action dérivée filtrée. Mais, où est-ce qu'on utilise pour filtrer cette dérivée un filtre passe-bas? On peut voir que l'action n'apparaît que pour les hautes fréquences, car pour les basses et moyennes fréquences, ça entre dans la bande passante. Dans la bande passante de ce filtre, donc les deux actions, que ce soit dérivée pure ou bien dérivée filtrée, sont les mêmes. Mais l'action apparaît pour les hautes fréquences. Et donc, lorsqu'on restreint l'utilisation de l'action dérivée filtrée dans la bande passante du filtre, donc on obtient la même réponse que pour le cas du correcteur dérivé pur. Et donc, l'étude de C2S, de l'étude du correcteur en basse et moyenne fréquence, est la même pour les deux cas, que ce soit dérivé pur ou bien dérivé filtré. Donc, on va restreindre notre étude dans ce cas-là à la dérivée pure, pour simplifier. Donc, on prend le correcteur avec dérivée pure et on travaille uniquement dans la zone des basses et moyennes fréquences, c'est-à-dire dans la bande passante du filtre, où nous avons les deux correcteurs avec dérivée pure et avec dérivée filtrée possèdent les mêmes réponses. Donc, ce correcteur-là peut être factorisé sous cette forme ici. Donc,
polynôme de second ordre ici, 1 plus tau is plus tau I tau ds carré peut être mis sous la forme 1 plus tau 1s facteur 1 plus tau 2s. Par identification, on trouve que tau 1 fois tau d égale à tau I tau d et tau 1 plus tau d égale tau I. On résout ces deux équations-là pour déterminer tau 1 et tau 2. Donc, la résolution de ces deux équations nous permet de déterminer les deux constantes de temps tau 1 et tau 2. Tau 1 égale tau I sur 2 facteur de 1 plus racine carrée de 1 moins 4 tau d sur tau I, et tau 2 égale tau I sur 2 facteur de 1 moins racine carrée de 1 moins 4 tau d sur tau I. Et donc là, on peut voir que tau 2, si nous avons un moins, c'est plus. Donc tau 2 est inférieur à tau 1. Aussi, les deux constantes de temps tau 1 et tau 2 sont réelles. Et donc, 1 moins 4 tau d sur tau I doit être positif. Donc, ce qui montre que tau d il est inférieur ou égal à tau I sur 4. Cette inégalité-là, ça garantit que les deux constantes de temps, tau 1 et tau 2, sont réelles. Et par suite, nous avons donc tau 2 inférieur à tau 1 inférieur à tau I. On peut retourner aussi à l'inégalité tau 1, tau 2 égale à tau I, tau D, cette égalité ici. À partir de cette égalité-là, on peut écrire que tau D est égal à tau 1 sur tau I fois tau 2. Tau 1, il est inférieur à tau I. Cela montre que tau D il est inférieur à tau 2. Et donc, nous avons que tau D inférieur à tau 2, inférieur à tau 1, inférieur à tau I. Donc, c'est un arrangement qu'on utilise afin de tracer le diagramme de Bode. Pour tracer le diagramme de Bode, on pose que ça est égal à 1. Et donc, on détermine le module. Et le module en décibels. C'est 20 log du module de C. Bien évidemment, il y a pour le module, ici nous avons le numérateur est de second ordre. Et par conséquent, avant de tracer le module, il faut étudier est-ce que ce module-là passe par un maximum ou bien par un minimum. Donc, en général, on cherche les extrêmums. Donc, on cherche les extrêmums et en particulier, on cherche les minimums. Nous avons le numérateur et le dénominateur dépendent de oméga. Et donc, pour chercher les extrêmums en général, et en particulier le minimum, on calcule la dérivée du module de 7J oméga qui doit être nul. Donc, le calcul il est simple de la dérivée. Ça montre que oméga carré égale 1 sur tau I fois tau D. Et par conséquent, oméga égale 1 sur racine carrée de tau I tau D. Donc, pour cette pulsation ici, 1 sur racine carrée de tau I tau D, nous avons donc un minimum. On peut avancer le calcul pour déterminer la dérivée seconde et montrer que nous avons bien un minimum. Donc, pour oméga, ou bien pour cette pulsation égale à 1 sur racine carrée de tau I tau D, on remplace dans le module de la fonction transfert du correcteur, on trouve qu'il est égal à 1. C'est-à-dire que le module en décibels passe par un 0. Lorsqu'on trace le module en décibels, on trouve qu'il passe par un 0. Alors, le module en décibels, on peut le décomposer en trois fonctions ici. 20 log de la racine carrée de 1 plus tau 1 au carré oméga carré plus 20 log de la racine carrée de 1 plus tau 2 au carré oméga carré et moins 20 log de tau I oméga. On peut tracer le diagramme asymptotique de ces trois fonctions et faire la somme des diagrammes asymptotiques. Ensuite, déduire le diagramme réel, connaissant que la courbe passe par un minimum
qui est 0 décibels. On trouve comme tracé du gain cette courbe ici. Donc la courbe exacte, c'est cette courbe ici, elle passe par le minimum à la pulsation 1 sur racine carrée de tau I fois tau D. Et donc il y a une augmentation du gain vers les basses fréquences et une augmentation du gain vers les hautes fréquences. De même, si on étudie l'argument de ce correcteur proportionnel intégral dérivé, on trouve que nous avons une augmentation de phase vers les hautes fréquences, une diminution de phase vers les basses fréquences. On remarque que nous avons ici pratiquement une symétrie. Pour les hautes fréquences, augmentation du gain et de phase, et ça, on retrouve l'action proportionnelle dérivée. Pour les basses fréquences, augmentation du gain et abaissement de phase pour les basses fréquences, on trouve le cas d'une action proportionnelle intégrale. Et par conséquent, lorsqu'on utilise une action proportionnelle intégrale dérivée, on retrouve tous les avantages des deux actions séparées, proportionnelle intégrale et proportionnelle dérivée. Donc, on regroupe les avantages de ces actions-là, on les retrouve dans la correction proportionnelle intégrale et dérivée. Ainsi, on termine cette partie-là. On se retrouve avec une troisième partie avec laquelle on va continuer ce cours ici.